Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous examinons des contes fascinants de l'histoire que vous pourriez ne pas croire. Ce sont des légendes qui ont défié toutes les chances et que le temps a essayé d'effacer. D'une prêtresse vaudou et d'un génie centenaire à une reine du jazz et une sensation de spectacle de curiosité. Alors rejoignez-moi alors que nous explorons tout cela et bien plus encore. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec la culture du jazz des années folles qui a symbolisé la société européenne après la Première Guerre mondiale. Bien que peu de gens aujourd'hui aient entendu parler d'Ada Bricktop Smith, une propriétaire de club de jazz et mondaine qui est devenue une sorte de légende culturelle. Explorons ensemble son histoire. La femme qui deviendrait célèbre sous le nom de Bricktop est née sous le nom d'Ada Beatrice Smith dans la ville d'Alderson, en Virginie occidentale, le 14 août 1894. De manière quelque peu excentrique, elle a adopté plusieurs autres prénoms au cours de sa vie, dont Queen Victoria, dérivée de la monarque britannique de long règne, et Virginia, d'après la région d'Amérique d'où elle venait. Ses parents avaient donc tous deux des origines en tant que personnes asservies dans le sud américain. Par exemple, sa mère est née en plein milieu de la guerre civile américaine au début des années 1860 et a été théoriquement asservie pendant les 2 premières années de sa vie avant que la victoire de l'Union dans la guerre et la promulgation de la proclamation d'émancipation ne mettent fin à l'esclavage aux États-Unis. Ses parents avaient également des origines de race mixte et Ada était en partie irlandaise du côté de sa mère. Quand elle était jeune, le père d'Ada est décédé et la famille a quitté la Virginie occidentale pour Chicago au premier stade de la Grande Migration. Cette migration a duré des décennies, d'environ 1910 aux années 60, et a vu des millions d'Afro-Américains migrer des États du Sud vers les villes industrielles en croissance du Nord comme Chicago, Detroit et Cleveland. Ada a commencé à travailler dans les saloons et les bars de Chicago dès son plus jeune âge. Peu de temps après, elle est apparue dans des productions théâtrales. Sa première apparition a eu lieu dans une mise en scène de La case de l'oncle Tom au théâtre Haymarket à Chicago. C'est également pendant cette période qu'elle aura acquis le nom de Bricktop, apparemment en référence à ses cheveux roux, un produit de son héritage irlandais. Quand elle n'avait que 16 ans, Smith a quitté la maison pour faire une tournée dans le Midwest, avec une troupe de théâtre qui présentait un spectacle de vaudeville avec d'autres Afro-Américains. Quand ce travail a pris fin, elle s'est dirigée vers New York. Là, elle a travaillé pendant un certain temps dans la boîte de nuit de Baron à Harlem, une partie de New York qui était en transition à cette époque, passant d'un quartier blanc dominé par de vieilles familles new-yorkaises d'origine néerlandaise, pour devenir le centre d'une florissante renaissance culturelle afro-américaine. Elle a là passé une partie des années 1910 et du début des années 1920 ici, bien qu'elle ait également parcouru le pays, revenant pour un temps à Chicago et se rendant à l'ouest jusqu'en Californie. C'est pendant ces années qu'elle a développé ses compétences en tant que chanteuse de jazz, artiste de vaudeville et danseuse polyvalente ont été affinées. Malgré son succès modéré en Amérique au début des années 20, Smith a décidé de quitter les États-Unis pour l'Europe. Dans une biographie récente de Bricktop, écrite à la première personne comme si elle était de son point de vue et utilisant sa correspondance et ses propres écrits comme matériel source, sa décision de déménager de Harlem à New York, à Paris, en France, est expliquée dans les termes suivants. J'avais intercepté un câble que Jean Bullard avait envoyé à Connay's Inn, à Harlem, demandant à une fille de venir à Paris pour chanter au Le Grand-Duc. Je cherchais à changer les choses dans ma vie. Pour nous, chanteurs et danseurs, les emplois se raréfièrent indépendamment de notre niveau de compétence. Nous étions tous en compétition pour peu de place. Les jazzmen qui voyageaient de part et d'autre de l'Atlantique disaient que la vie était plus facile à Paris. Le plus remarquable était son absence totale de préjugés raciaux. Je rêvais de manger, boire et socialiser, où que ce soit et avec qui je voulais. Ainsi Smith partit pour la France soit à la fin de 1923, soit au début de 1924. Smith avait déménagé dans une ville qui était la capitale culturelle du monde.
Paris avait émergé dans ce rôle dans la seconde moitié du XIXe siècle lorsque des écrivains comme Émile Zola, Alexandre Dumas et Marcel Proust y vivaient, ainsi que des poètes et des peintres tels que Baudelaire et Monet. Ces personnes fréquentaient qu'on ait des clubs comme le Moulin Rouge et ont établi la réputation de Paris comme le centre mondial de la culture de la danse et de la débauche. Dans les suites de la Première Guerre mondiale et des crises qui l'ont suivi, comme la pandémie de grippe espagnole et les guerres civiles et révolutions qui ont secoué des pays comme l'Allemagne, la Turquie et la Russie, nouvelle génération d'écrivains, de poètes, de peintres et de danseurs a afflué à Paris. Parmi eux se trouvaient des personnes comme les écrivains James Joyce et Ernest Hemingway et le poète Urdhva Pond. La scène était soutenue par un énorme boom économique et une spéculation financière à partir de 1923, qui éclaterait de manière catastrophique en 1929, mais qui a vu beaucoup d'argent circuler autour de Paris avant cela. Dans cet environnement, la demande était à son apogée pour les chanteurs de jazz, les danseurs et autres personnes associées à la vie nocturne animée de Paris. Bricktop a rapidement émergé sur la scène parisienne, devenant une connaissance proche de l'écrivain F. Scott Fitzgerald alors qu'il passait du temps dans la capitale française, Hemingway et d'autres. Là où ces écrivains et artistes allaient, plus de gens les suivaient, et bientôt les gens se rendèrent au spectacle Dada une fois que des figures comme Fitzgerald et Hemingway ont commencé à les fréquenter. Sa notoriété a continué à augmenter et elle était souvent engagée par Cole Porter comme animatrice lors de ses fêtes. Ici, elle était connue pour enseigner aux invités la dernière folie de danse comme le Charleston et le Black Bottom, et on dit même qu'elle a appris au futur roi Édouard comment faire les deux. Elle envisageait déjà de se diversifier et d'ouvrir son propre lieu, agacée par la petitesse des clubs de danse parisiens par rapport aux lieux aux États-Unis. Cependant, sa première tentative a rencontré des problèmes de licence et n'a jamais décollé. En 1926, Smith a finalement réussi à ouvrir son propre lieu. Elle l'a appelé Cher Bricktop, et ce fut un succès instantané, devenant un lieu culturel important à Paris dans la seconde moitié des années folles. Il a produit de nombreuses légendes. À une occasion, le grand écrivain américain John Steinbeck, auteur des Raisins de la colère et des souris et des hommes, a été jeté ivre hors de Cher Bricktop par Smith. Steinbeck s'est excusé de manière célèbre en envoyant un taxi plein de roses à travers Paris au club. Ensuite, Ada l'a accueilli à nouveau. Le célèbre Fred Astaire a même visité et joué au club. Le club est également mentionné dans de nombreuses œuvres publiées à l'époque par Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh et d'autres. Ce fut néanmoins un succès éphémère. À l'automne de 1929, le krach de Wall Street a eu lieu, suivi par la Grande Dépression. Alors que tout cela commençait, la scène jazz imbibée d'alcool et les fêtes des années 20 sont devenues un lointain souvenir et des clubs comme Cher Bricktop ont eu du mal. Beaucoup ont finalement dû fermer leurs portes. Cher Bricktop était assez populaire pour continuer pendant un certain temps, mais finalement les lumières se sont éteintes. Smith était revenue aux États-Unis pendant un certain temps où elle a trouvé un travail sporadique. La nature précaire de cela, combinée avec la mort de sa mère en 1938, l'a laissé souffrir d'une anxiété sévère, tandis que l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a encore plus affecté l'industrie du divertissement, à un moment où elle commençait tout juste à se remettre correctement des effets de la Grande Dépression. Pourtant, elle avait marqué l'Europe dans les années 20 et allait bientôt y retourner. Bien que les années 30 et le début des années 40 aient été des périodes difficiles pour Bricktop, elle s'est rapidement remise sur pied. En 1942, elle avait déménagé au Mexique, l'une des rares parties du monde qui était relativement épargnée par la guerre. Là-bas, elle a monté un club à succès à Mexico et l'a géré pendant plusieurs années. Puis alors que l'Europe se reconstruisait et que l'économie se rétablissait après la destruction de la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée à Paris en 1949. Malheureusement, la ville n'était plus comme elle s'en souvenait.
La capitale française a perdu sa place de capitale culturelle du monde dans les années 30 et ne l'a jamais vraiment retrouvée, le titre passant à New York, une ville où Ada savait bien que le vaudeville et la danse n'étaient pas très demandés. En conséquence, elle se dirigea vers Rome après une brève tentative de nouveau succès à Paris. Dans la capitale italienne, elle a connu une sorte d'été indien, dirigeant un club à succès ici pendant les années 50. Elle a reçu de nombreux invités célèbres ici, y compris Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. et plus encore. Elle a même entretenu une amitié proche avec le roi déchu d'Égypte, le roi Farouk Ier pendant de nombreuses années, Farouk apportant à Bricktop des cadeaux de ses voyages comme des bouteilles de parfum et des cigares. Un élément de la vie de Smith qui a été largement commenté ces dernières années est sa sexualité. En 1927 à Paris, elle a rencontré et commencé une relation avec un joueur de saxophone du nom de Peter Ducongé. Ils se sont mariés en 1929, bien que le mariage ait rapidement rencontré des problèmes lorsque Smith a pris conscience des affaires de Duconger. Ils se sont effectivement séparés dans les années 30, mais ils n'ont jamais officiellement divorcé. Et ils sont restés légalement mariés jusqu'à la mort de Duconger en 1967. Cependant, il semble très probable que Smith était également bisexuel. Dans la seconde moitié des années 1920, l'une des artistes les plus remarquées chez Cher Bricktop était la chanteuse de jazz américaine Josephine Baker, une femme notable pour être la première femme afro-américaine à jouer dans un grand film lorsqu'elle est apparue dans La Sirène des Tropiques en 1927. Bricktop a dit à l'un des enfants de Baker de nombreuses années plus tard qu'elles avaient eu une relation sexuelle dans les années 20 lorsque Baker était une artiste régulière chez Cher Bricktop. Bricktop a fermé son dernier club sur la Via Veneto à Rome en 1961. Elle avait alors 67 ans, et lorsqu'on l'a interrogée sur la fermeture, elle a déclaré, je cite, « Je suis fatiguée, chérie. Fatiguée de rester debout jusqu'à l'aube tous les jours. » Elle est retournée en Amérique, où elle sortait occasionnellement de sa retraite, ouvrant des clubs pour de courtes périodes à New York, bien qu'il n'ait jamais été des efforts soutenus. Au lieu de cela, ces dernières années ont été largement consacrées à des œuvres de charité, et elle est devenue une catholique romaine dévouée. Smith est décédée dans son sommeil à son domicile dans son appartement à Manhattan le 1er février 1984. Elle avait 89 ans et avait vécu une vie longue et réussie. Elle a été enterrée au cimetière de Woodlawn dans le Bronx. Bien qu'elle ait été absente de la scène publique pendant de nombreuses années et que la scène du jazz ait disparu depuis longtemps, sa mort a été largement rapportée dans le New York Times et d'autres publications de renom. Nées esclaves et vendues alors qu'elles étaient encore des nourrissons, Millie et Christine McCoy étaient des jumelles siamoises qui avaient toutes les chances contre elles. Elles ont fait face à une exploitation inimaginable et ont même été kidnappées pendant de nombreuses années, parcourant le monde en tant que spectacle. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Trouveraient-elles leur liberté ou seraient-elles considérées comme des monstres aussi longtemps qu'elles vivantes ? Millie et Christine McCoy sont nées le 11 juillet 1851 sur une plantation près de Whitefield, en Caroline du Nord. Elles sont nées esclaves, car leurs parents, Jacob et Monemia McCoy, étaient asservis par Alexander Mackay, dont la famille a pris leur nom de famille. À cette époque, la liberté était encore à plus d'une décennie et une guerre civile brutale. À la naissance, ils pesaient apparemment un total de 17 livres et ont choqué tout le monde présent. Millie et Christine étaient des jumelles siamoises, reliées au bas du dos et à la colonne vertébrale par du cartilage. Elles partageaient certaines parties vitales du corps, mais pas toutes. Les jumelles sont nées dans une grande famille car leurs parents avaient déjà 7 autres enfants, 5 garçons et 2 filles. Millie et Christine avaient des caractéristiques physiques inhabituelles, contrairement à leurs frères et sœurs. Leur condition unique, combinée aux difficultés de naître dans l'esclavage, a marqué le début d'un voyage extraordinaire et difficile pour les jumelles McCoy. La vie de Millie et Christine a été chaotique et tragique dans leur jeunesse.
Dès leur naissance, la nouvelle s'est répandue dans la région concernant la naissance de ces sœurs inhabituelles, qui avaient une anomalie médicale. Au XIXe siècle, beaucoup de gens n'étaient pas familiers avec le concept de jumeaux siamois, et donc les gens ont commencé à se présenter à la ferme Mackay pour les apercevoir. Finalement, Alexander Mackay s'est irrité de cette perturbation dans sa vie quotidienne, alors quand elles n'avaient que 10 mois, il les a vendues à John C. Purvis à condition que leur mère, Monemia, soit autorisée à rester avec elle. Mais cet accord fut de courte durée. 1 an plus tard, les jumelles ont été revendues à un certain Brower. Brower, avec le soutien financier de Joseph P. Smith, a payé la somme stupéfiante de $10 000 pour les jumelles, ce qui équivaut à environ $400 000 aujourd'hui. Avec le profit en tête, Brugg a commencé à exposer les petites filles comme une merveille médicale sous le nom des jumelles de Caroline, voyageant à travers les États du Sud, y compris la Louisiane, le Texas et la Caroline du Nord. En octobre 1853, Millie et Christine ont fait les gros titres lors de la première foire officielle de l'État de Caroline du Nord, qui attirait chaque jour environ 5000 personnes. Les filles ont connu un succès instantané, mais certains doutaient de leurs conditions, pensant que c'était une supercherie. Ainsi, alors qu'ils étaient à la Nouvelle-Orléans pour un autre spectacle, Brower a fait examiner les filles par des médecins locaux qui ont confirmé qu'elles étaient en fait de véritables jumelles siamoises. La vie en spectacle était éreintante. Les filles étaient souvent séparées de chemin de série de leur mère, et bien qu'elles ne le comprenaient pas à l'époque, elles étaient maintenant sujettes à la moquerie publique. De plus, en tant que tout petits conjoints, ils étaient pas mal coordonnés et maladroits, trouvant difficile de marcher, tombant souvent en conséquence. Avec le temps, cependant, elles ont développé une marche distinctive de côté, qui s'est finalement transformée en une charmante danse qui ravissait les spectateurs. C'est devenu un moment rare de joie dans des vies autrement marquées par la difficulté et l'exploitation. Lors d'une tournée à la Nouvelle-Orléans, Bro a reçu une offre irrésistible, $45 000 pour les jumelles, une fortune bien au-delà de ce qui avait été payé à l'origine. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de 1,8 million aujourd'hui. Bien sûr, il a accepté avec enthousiasme, mais l'affaire était trop belle pour être vraie. Brewer avait été escroqué et Millie et Christine avaient disparu, volées par l'acheteur supposé. Les jumelles ont disparu de la vue du public jusqu'en 1854, lorsqu'elles sont réapparues dans un musée à Philadelphie. Pendant ce temps, de violentes disputes éclataient concernant leur propriété. Brewer, Joseph P. Smith et même Alexander Mackay, qui semblaient regretter d'avoir vendu les jumelles pour une somme relativement modique, ont revendiqué leur propriété. Pendant ce temps, leur mère Monemia se battait pour que ses filles lui soient rendues sous une forme ou une autre. L'arnaque a laissé Brewer ruiné et hors jeu. Smith s'est révélé être le propriétaire légal des jumeaux et a tout fait pour les récupérer. Il a engagé un détective privé pour suivre Millian Christine. Pendant ce temps, leur ravisseur s'était déplacé vers le nord, exposant les jumeaux au célèbre American Museum de Phineas Taylor Barnum à Manhattan. Les jumeaux sont ensuite apparus au Canada, puis ont été emmenés à Liverpool, en Angleterre. À ce stade, Millian Christine avaient passé la grande majorité de leur jeune vie loin de leur maison et de leur famille. En 1857, après une recherche épuisante de 3 ans, le détective privé les a finalement retrouvés en Angleterre. Monemia, leur mère, et Joseph P. Smith, leur esclavagiste, sont allés à Liverpool les chercher. Enfin, à Birmingham, les jumeaux, maintenant âgés d'environ 5 ans et demi, ont été réunis avec leur mère. C'était un moment doux amer. Millie et Christine avaient passé la majeure partie de leur courte vie entre les mains des ravisseurs, exploités comme des curiosités pour le profit. Pourtant, même après avoir été sauvées, leur vie n'a pas beaucoup changé. Elles ont été rapidement remises au travail, exposées une fois de plus au public, d'abord au Royaume-Uni, puis plus tard aux États-Unis, continuant leur vie comme un spectacle pour le divertissement des autres. C'est ainsi que s'est déroulée la vie de Millie et Christine en grandissant. On se demande ce qu'elles ont dû penser de leur situation pendant ces années. Cependant, les choses ont changé en 1860, lorsqu'Abraham Lincoln a remporté l'élection présidentielle américaine tard cette année-là.
En quelques semaines, la Caroline du Sud a fait sécession de l'Union, rapidement suivie par une vague d'États du Sud, y compris l'État d'origine de Millie et Christine, la Caroline du Nord. Au cours de la première moitié de 1861, la nation a été plongée dans le chaos et la guerre civile américaine avait commencé. À ce moment-là, les filles vivaient à nouveau en Caroline du Nord, partageant leur temps entre la maison des Smith, le temps passé avec leurs propres parents biologiques et des tournées à travers les États du Sud. Le chaos de la guerre civile a limité les mouvements des jumelles, mais a également ouvert la porte à leur éducation. Bien qu'ils soient des esclavagistes, il est rapporté que les Smiths ont traité Millie et Christine assez bien. La femme de Joseph a même enfreint la loi en apprenant aux filles à lire et à écrire, un acte audacieux à l'époque. Millie et Christine ont également appris à parler plusieurs langues et ont même reçu une formation professionnelle en chant, ce qui définirait plus tard leur carrière. Joseph Smith est décédé pendant la guerre, laissant derrière lui un patrimoine qui comprenait plus de 30 esclaves. Malgré sa mort, Millie et Christine sont restées esclaves de la famille Smith. Mais alors que la guerre civile touchait à sa fin, la liberté est enfin arrivée. Les jumelles, avec leurs parents, leurs frères et sœurs, et d'innombrables autres personnes à travers le Sud, ont été libérées alors que l'esclavage était enfin aboli aux États-Unis. Avec la fin de la guerre et alors qu'elles entraient tant dans leur adolescence, Millie et Christine ont pu à nouveau faire des tournées et avec un degré d'autonomie plus grand qu'auparavant. À cette époque, les cirques, ou ce qu'on appelait cruellement des spectacles de monstres, étaient à leur apogée. Des impresarios comme Phineas Taylor Barnum géraient au château des troupes d'individus qui présentaient souvent des anomalies médicales, des géants et des nains aux dames barbues, des personnes chipot avec des membres supplémentaires et bien plus encore. À une époque où la télévision et la radio n'existaient pas encore, la curiosité l'emportait souvent sur la sympathie pour ceux qui avaient de telles conditions et donc les foules affluaient vers les cirques et les foires locales chaque fois qu'ils arrivaient en ville. Millie et Christine se sont produites partout dans le pays et ont eu un grand succès lors de ces spectacles. À cette époque, il y avait une fascination généralisée pour les jumeaux siamois, souvent appelés jumeaux siamois. Ce terme provient des célèbres jumeaux siamois Chang et Monsieur Bunker qui sont nés au Siam, l'actuelle Thaïlande. Parfois, Millie et Christine étaient exposées sans aucune atteinte à la pudeur pour prouver qu'elles étaient vraiment siamoises, satisfaisant la curiosité du public tout en maintenant un sens du décorum. Au fur et à mesure de leur tournée, parfois associées à Barnum Scholes, parfois à d'autres managers, elles ont acquis plus d'expérience dans la gestion de leurs affaires et semblent même avoir grandi dans leur position. Elles ont écrit un mémoire à la fin des années 1860 dans lequel elles ont utilisé la devise « Comme Dieu l'a décrété, nous avons accepté », indiquant une acceptation de leur situation médicale inhabituelle et une détermination à en tirer le meilleur parti. Peu après, elles sont rentrées en Europe, et comme beaucoup d'autres artistes de cirque populaire de l'époque, elles ont rencontré la reine Victoria. Un point fort de leur performance était leur duo où les sœurs chantaient ensemble ou en alternance avec Christine prenant un verset et Millie le refrain ou vice-versa. Beaucoup de ces chansons seraient plus tard publiées dans un long livret détaillant leur vie et leur carrière. De nombreuses descriptions de Millie et Christine ont été écrites pendant ces années. Le langage utilisé dans celle-ci ne serait même pas envisagé aujourd'hui. Un tel travail intitulé « Une esquisse biographique de Millie Christine, le fils jumeau de Caroline nommé le rossignol à deux têtes et la 8e merveille du monde » se réfère aux jumelles comme une, citation, créature et la mentionne ailleurs comme une fille singulière, comme s'ils ignoraient que les jumeaux siamois étaient en deux personnes différentes. Une autre malheureuse annonce de l'arrivée des filles à Liverpool en 1871 les désignait comme un chargement arrivant sur un navire, déclarant qu'il était arrivé un chargement qui, dans les mots de M. Toole, peut être qualifié de plus extraordinaire. Le rapport a continué comme suit. Ici, nous avons une jeune dame avec un seul corps, mais deux esprits distincts, nés de deux têtes séparées. Tous les hommes intelligents qui l'ont vue à l'hôtel Washington l'autre jour peuvent témoigner de l'intelligence merveilleuse qui prédomine dans les deux cerveaux. La capacité de conversation des deux têtes en communication simultanée avec deux personnes différentes sur des sujets différents en témoignerait suffisamment, mais le prodige ne s'arrête pas là.
Certains des plus doux duos dans le langage de la musique étaient chantés par un soprano aigu et un contralto pur. Les notes provenaient maintenant de deux têtes, et pourtant un seul tronc fournissait la verve. D'autres se contentaient simplement de blagues assez idiotes. Le Cincinnati Enquirer plaisantait en disant que la fille à deux têtes serait un bon juré. Elle pourrait regarder les deux côtés de l'affaire en même temps. Malgré leur ton moqueur, ces remarques soulignaient l'incroyable renommée qu'elles avaient acquise. Mais leur vie n'était-elle qu'un spectacle de ridicule ? Ou ont-ils transformé cette notoriété en quelque chose d'extraordinaire ? Millie et Christine pourraient être vues comme des victimes d'un monde qui les considérait comme des phénomènes de foire, ce qui faisait indéniablement partie de leur vécu. Cependant, en même temps, des artistes comme elles, qui travaillaient pour Barnum et d'autres cirques à cette époque, étaient généreusement récompensées. Si elles étaient assez astucieuses pour capitaliser sur leur popularité, elles pouvaient gagner beaucoup et prendre une retraite confortable. Millie et Christine ont réussi à gagner environ 25 000 $ par an en travaillant sur le circuit des foires de comté aux États-Unis, tandis que des spectacles plus importants dans les villes ou des voyages en Europe offraient la possibilité de gains encore plus importants. C'était une énorme somme d'argent dans les années 1870, particulièrement pendant une période de crise financière aux États-Unis, la soi-disant longue dépression de 1873 à 1879. Avec leur pouvoir de gain et le marché déflationniste, ils ont renversé le désavantage qui avait caractérisé leur vie et ont tiré le meilleur parti de leur situation. Dans les années 1870, ils ont acheté la plantation Mackay, où ils étaient nés mais plus de 20 ans plus tôt, et l'ont offerte à leur père. Ils acquérèrent eux-mêmes la ferme après sa mort et construisirent une grande maison de 14 pièces où ils vivaient avec leurs nombreux membres de la famille élargie. Dans la vingtaine, Millie et Christine avaient gagné assez d'argent pour prendre une retraite partielle. Comme les autres artistes de cirque de l'époque, des années de tournée réussies, généralement de 5 à 10, leur ont permis d'amasser suffisamment de richesses pour vivre confortablement, souvent avec du personnel de maison pour les aider. Si l'argent commençait à manquer, elles pouvaient reprendre une tournée pour 1 ou 2 saisons, gagnant une grosse somme d'argent car la demande refoulée pour les voir était satisfaite. En 1871, les jumelles ont fait une tournée européenne passant par le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Russie. Le salaire des tournées était souvent complété par des cadeaux des dirigeants et aristocrates européens lorsqu'elles se produisaient dans les cours royales d'Europe. De retour en Amérique, le duo a également accepté de se présenter dans plusieurs institutions médicales, américaines et collèges, pour un examen physique. Cela pourrait être considéré comme exploiteur et cruel. Cependant, il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait un véritable manque de compréhension du phénomène des jumeaux siamois, et les médecins étaient impatients d'en comprendre davantage. Millie et Christine ont pris leur retraite complète dans les années 1880. Elles avaient maintenant une trentaine d'années et menaient une vie tranquille sur la ferme où elles étaient emmenées en Caroline du Nord. Des études montrent que les jumelles ont discrètement aidé leur communauté, finançant une école locale pour les filles et noires et soutenant plusieurs collèges dans les Carolines, faisant souvent ces dons de manière anonyme. Elles ont vécu une vie considérablement longue pour des jumelles siamoises qui souffrent souvent de complications de santé en raison de la nature du partage de parties et d'organes vitaux du corps. Dans le cas d'Amelia et Christine, elles ont vécu jusqu'à leur soixantaine et lorsqu'elles sont mortes, ce n'était pas à cause de complications liées à leur état de siamoise, mais à cause de l'une des principales causes de mortalité de l'époque, la tuberculose. Cela a coûté la vie à Millie le 8 octobre 1912 à l'âge de 61 ans. Christine serait morte environ 12 heures plus tard, ce qui a dû être une fin très triste. Ils ont été enterrés dans un cimetière à Whitefield, où ils étaient nés plus de 60 ans plus tôt. Leur pierre tombale porte les mots « Une âme avec 2 pensées, 2 cœurs, qui battent comme un seul ». Les jumeaux ont légué leur fortune familiale aux membres survivants. L'histoire de Millie et Christine a fait l'objet de plusieurs biographies récemment, réhabilitant leur histoire précédemment oubliée. La Révolution haïtienne a été l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des Caraïbes, une population d'esclaves noirs renversant le pouvoir colonial, abolissant l'esclavage et établissant leur propre gouvernement. Tout a commencé avec une cérémonie vaudou à Bois Caïmon en août 1791, supervisée par Cécile Fatiman. Explorons son histoire.
Dans la nuit du 14 août 1791, l'un des événements les plus significatifs de l'histoire d'Haïti a eu lieu. Cela s'est produit à Bois Cayman, ou forêt d'alligator en anglais, un endroit sur la côte nord de l'île d'Hispaniola, surplombé par la célèbre grotte de Bois Cayman et non loin du port colonial français de Cap-Haïtien. Le lieu choisi était symbolique et aurait dû paraître encourageant à ceux qui ont assisté à l'événement au clair de lune dans la nuit du 14 août. C'était une cérémonie vaudou présidée par une jeune prêtresse vaudou ou mambo du nom de Cécile Fatiman et un chef d'esclaves du nom de Duty Boukman. Des milliers d'esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, qui correspond à ce qui est maintenant Haïti, étaient le présent alors que Fatiman et Boukman réalisaient la cérémonie. Boukman a dirigé les événements au début, s'adressant à la foule et les implorant de, je cite, « jeter l'image du Dieu des Blancs, qui a soif de nos larmes. Écoutez la liberté qui parle dans tous nos cœurs. » Puis Fatiman s'est avancée et a commencé à danser au milieu de la foule. Des témoignages suggéreraient de plus tard qu'elle avait été possédée par l'esprit d'Erzuli, un esprit du vaudou, après quoi elle a sacrifié un cochon créole en lui tranchant la gorge. Ceux qui étaient présents ont ensuite été barbouillés sur leur front avec le sang du cochon, bien que d'autres sources prétendent que les participants devaient boire le sang comme un serment envers leur cause. C'était le début d'une révolte contre la domination coloniale française, aboutissant à la révolution haïtienne. Alors, qui était cette jeune prêtresse mambo qui avait supervisé la cérémonie qui a tout déclenché ? Malheureusement, les premiers détails de la vie de Cécile Fatiman sont assez limités. Il y a même un débat sur l'endroit où elle est née. Certains récits prétendent qu'elle est née en Afrique de l'Ouest et qu'elle a été réduite en esclavage et transportée à travers l'Atlantique vers les Caraïbes à un jeune âge. Mais ces récits sont presque certainement incorrects. Compte tenu de la manière dont elle était intégrée dans la culture esclavagiste de Saint-Domingue au début des années 1790, de son rôle lors de la cérémonie au Bois Cayman et de son âge à l'époque, Fatima est plus probablement née à Hispaniola. De plus, son nom Cécile indique qu'elle est née sur une plantation d'esclaves françaises. Une théorie spéculative concernant Fatima soutient qu'elle était en réalité de race mixte et qu'elle a été mise au monde par une femme esclave née en Afrique et un colon à Saint-Domingue dont le nom de famille était von Neuhoff. Ce von Neuhoff était un homme d'origine allemande et franco-italienne dont le grand-père était Théodore Ier de Corse. Théodore a eu une vie haute en couleurs. Il était le fils d'un noble allemand de rang inférieur et fut pendant un temps soldat, diplomate puis colonel. Il a voyagé partout en Europe et est brièvement devenu le roi autoproclamé de l'île méditerranéenne de Corse en 1736, plusieurs décennies avant que cette île ne devienne une partie de la France. Cette théorie spécule également que Fatima était un nom dérivé de son deuxième prénom Atiman, et que son véritable nom de famille était en réalité Koua-David, faisant de Cécile une parente de Marie-Louise Koua-David, qui deviendrait reine d'Haïti en 1811. Certains vont plus loin et affirment que les deux avaient la même mère, et étaient en réalité des sœurs. C'est une théorie d'origine intéressante mais hautement spéculative. D'autres détails de la vie de Fatima sont plus solidement établis. Décrite comme une femme, grande aux yeux verts, pénétrants et frappants, elle avait de longs cheveux fins et devait avoir un teint plus clair que la plupart des esclaves à Hispaniola à l'époque, compte tenu de la théorie ultérieure selon laquelle elle était de race mixte. On pense qu'elle est née en 1771 et n'avait donc que 19 ou 20 ans au moment de la cérémonie à Bois Cayman. Ainsi, sa formation en tant que prêtresse Mamba Vaudou a commencé à un âge précoce, quand elle était encore adolescente ou peut-être même plus jeune. La religion vaudou est apparue sur Hispaniola comme une fusion des traditions religieuses ouest-africaines et du catholicisme romain des Français et des Espagnols sur l'île. Au XVIIIe siècle, lorsque Fatima a été formée en tant que prêtresse, c'était une religion majeure à laquelle adhérait la majorité de la population esclave. En tant que mambo, Fatima avait plusieurs fonctions. Cela incluait la direction des rituels vaudous, la tenue d'initiation pour de nouveaux prêtres ou prêtresses,
la divination, l'interprétation des rêves, la réalisation de sorts, la création de potions, la guérison des malades et agir en tant que réceptacle pour la possession par les esprits de la religion, comme cela s'est produit cette nuit à Bois Caiman en 1791. Au-delà de ces détails de sa jeunesse, nous savons que Fatima épouserait Jean-Louis Pierrot, un homme d'environ 10 ans son aîné, né en décembre 1761, qui devint par la suite un commandant militaire senior dans la Révolution haïtienne. Fatima a été envoyée autour de 1791, au début de l'un des événements les plus significatifs de l'histoire haïtienne et en effet de l'histoire plus large de l'ensemble des Caraïbes. Pendant plus de 200 ans, les Antilles ont été l'épicentre de la traite des esclaves atlantiques. D'énormes profits pouvaient être réalisés ici grâce à la culture de la canne à sucre et à la production de sucre pour les marchés européens. Pourtant, comme les peuples indigènes des Caraïbes avaient été largement décimés au XVIe siècle par des maladies européennes comme la variole et la rougeole, les Espagnols, les Hollandais, les Français et les Britanniques avaient transporté des millions d'esclaves aux Caraïbes pour fournir de la main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre. Cela signifiait qu'au XVIIIe siècle, la grande majorité de la population des îles étaient d'origine africaine et n'attendaient que l'occasion de se libérer de leur chaîne lorsque l'opportunité se présentait. En Haïti, qui à l'époque faisait partie de l'île d'Hispaniola, contrôlée par la France comme l'une de ses colonies dans les Antilles, connue sous le nom de Saint-Domingue, cette opportunité s'est présentée au début des années 1790, alors que l'agitation balayait la France pendant la Révolution française. C'est dans ces circonstances que Fatima du rituel vaudou de Sola à Bois Caiman en 1791. Dans la Révolution haïtienne par la suite n'est que partiellement apparent. Nous savons que dans la semaine suivant la cérémonie au Bois Caiman, des centaines de propriétaires d'esclaves français à travers l'île avaient été tués et la plupart des plantations étaient reprises par les esclaves. Par la suite, la région sous leur contrôle a été renommée Haïti et organisée sous la direction de la population autrefois asservie, avec plus de 100 000 esclaves désormais libérés. Suite au soulèvement, des milliers de propriétaires de plantations ont été tués. Nous n'avons pas de détails précis sur ces mouvements à cette époque, mais nous pouvons supposer que Fatiman est resté proche de ceux qui menaient lorement la révolte, des hommes comme Jean-François Papillon, Georges Biassot, Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture. Son mari, Jean-Louis Pierrot, est également devenu un commandant important dans la rébellion, et elle serait donc restée proche des dirigeants politiques et militaires. La Révolution a connu de multiples rebondissements pendant plus d'une décennie. Tout d'abord, la France s'est rangée du côté des rebelles en abolissant l'esclavage dans ses colonies. Puis les ennemis de la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, sont intervenus à Hispaniola au milieu des années 1790, mais à la fin de la décennie, les rebelles, dirigés par Louverture, contrôlaient en Tahiti. Napoléon Bonaparte a tenté de réimposer son contrôle au milieu des années 1800, mais une nouvelle guerre a conduit Haïti à assurer son indépendance et à émerger comme le premier pays d'anciens esclaves libres dans les Amériques. Le rôle de Fatiman dans ces premières étapes était très significatif et nous pouvons supposer qu'elle a continué à jouer un rôle en coulisses tout au long de son parcours. Après l'indépendance, Haïti a été proclamé un empire sous Jean-Jacques Dessalines. Les gens étaient pleins d'espoir, mais le pays était politiquement divisé. L'empire a été de courte durée, comme en 1906 Dessalines a été assassiné dans un coup d'État. Haïti a ensuite été divisé en deux régions, contrôlées par des régimes rivaux, avec le président Henri Christophe qui dirigeait l'État semi-féodal du nord d'Haïti et Alexandre Pétion qui dirigeait Tsebolo la République plus tolérante du sud d'Haïti. En 1811, Christophe s'est proclamé roi Henri Ier de l'État d'Haïti, mais il était très impopulaire. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral et avec un soutien décroissant pour son règne, il s'est suicidé en 1820. Son fils de 16 ans, Ander, a été assassiné 10 jours plus tard. Après cela, Jean-Pierre Boyard, successeur de Pétion en tant que président, a réuni le nord et le sud du pays dans la République d'Haïti. En 1822, il a annexé le nouvellement indépendant Haïti espagnol, ce qui a placé toute Hispaniola sous un seul gouvernement haïtien.
Il serait président pendant un peu moins de 25 ans, plus longtemps que tout autre dirigeant haïtien. Les détails de la vie ultérieure de Cécile Fatiman après la révolution haïtienne sont presque aussi frustrantement obscurs que sa vie antérieure. Elle et Jean-Louis ont eu 2 enfants, Marie-Louise Emilia et Pierrot Alexis. Son mari était un prince d'Haïti dans les années 1810 pendant la période de gouvernement monarchique, alors qu'il servirait par la suite de président de la République d'Haïti pendant une brève période en 1845 et 1846, faisant de Cécilie la première dame. Mais ils ont plus tard divorcé. La légende raconte que Cécilie a vécu jusqu'en 1883 et est donc décédée à l'âge avancé de 112 ans. Il n'est pas confirmé si cela est vrai ou non. Comme pour tant d'autres choses dans sa vie, son statut de centenaire et les circonstances de sa mort sont enveloppées de mythes et de mystères. L'héritage de Cécile Fatiman aujourd'hui est assez vaste. Elle occupe une place unique dans les premières années de la révolution haïtienne, mais cela en soi est quelque peu particulier. Car bien qu'elle ait sans aucun doute été une figure pivot dans les tout premiers jours de cette révolution, qui a commencé en Haïti avec une cérémonie vaudou, nous savons remarquablement peu de choses sur sa longue vie par la suite. Pendant bien trop longtemps, son rôle dans les événements des années 1790 a été éclipsé par des figures plus connues comme Louverture et Dessalines. Mais au cours de la dernière décennie environ, une nouvelle génération de chercheurs a commencé à se demander ce que le rôle de Fatima dans les événements de 1791 révèle sur la participation féminine à la révolution haïtienne et la politique de l'époque. Ainsi, de nouveaux détails sur sa vie sont progressivement révélés par les archives haïtiennes, bien que le matériel documentaire la concernant soit limité. Mais bien que les détails de sa longue vie puissent être relativement minimes, elle continue d'occuper une place prépondérante dans la religion vaudou d'Haïti en raison de son rôle dans la Révolution. Joyce Heth était une dame afro-américaine esclave qui aurait vécu jusqu'à l'âge de 161 ans. En 1835, elle était exposée et des spectateurs venaient de loin pour la voir, non seulement pour son grand âge, mais aussi parce qu'elle avait été la nourrice de George Washington pendant son enfance. Ses récits sur le petit Georgie ont confirmé ses affirmations, mais derrière sa personnalité aimable et bavarde se cachait un homme qui l'exploitait, même après sa mort. Rejoignez-moi alors que nous explorons son histoire. À l'automne et au début de l'hiver de 1835, une femme du nom de Joyce Heth était le sujet de conversation de la Nouvelle-Angleterre et de New York. Heth était la pièce maîtresse d'une exposition qui circulait dans le Massachusetts, le Connecticut et d'autres États, dirigée par un certain Phineas Taylor Barnum, un homme dans la vingtaine, alors largement inconnu du monde, mais qui allait bientôt être vénéré comme Phineas Taylor Barnum, le plus grand showman sur Terre. Le spectacle de Barnum, en 1835, était modeste comparé aux théâtres et cirques qu'il dirigerait plus tard. Dans cette première entreprise, il n'avait qu'une seule exposition, une vieille femme du nom de Joyce Heth. Cela peut ne pas sembler très intéressant, mais Heth était apparemment très âgée. En fait, Heth était si âgée qu'elle prétendait avoir été la nourrice de George Washington, le grand héros de la guerre d'indépendance américaine et le premier président des États-Unis. Ceux qui sont venus rendre visite à Heth en Nouvelle-Angleterre cet automne et au début de l'hiver, ou qu'il avait dit vu faire ses débuts à Nibbles Garden à New York quelques semaines plus tôt, étaient fascinés par ses histoires sur le petit Georgie et comment elle l'avait élevé en Virginie un siècle plus tôt. Pour mettre cela en perspective, George Washington est né en Virginie au printemps de 1732, 103 ans avant que Barnum ne commence à exposer Heth. Étant donné que les nourrices étaient généralement des femmes âgées d'un compte de 20 à 40 ans, si l'on devait croire aux affirmations de Barnum, alors Heth aurait dû avoir au moins 120 ans. Pourtant, pour une raison quelconque, Barnum a exagéré les choses en affirmant qu'elle était née en 1674 et qu'elle avait 161 ans. C'était une affirmation légèrement bizarre, car cela aurait fait d'elle une femme dans la fin de la cinquantaine lorsqu'elle agissait comme nourrice de Washington. Peut-être que Barnum pensait que le nombre attirerait un plus grand public,
Dans tous les cas, cela a certainement fait douter beaucoup de ses affirmations. Het est rapidement devenu une sensation, présentée comme la curiosité la plus étonnante et intéressante du monde, celle qui avait été esclave sous Augustine Washington, le père de George, et qui avait été la gardienne du père fondateur à travers les années 1730 et jusqu'aux années 1740. Et pendant un certain temps, Barnum a gagné beaucoup d'argent et a attiré beaucoup d'attention de la presse en l'exhibant. Mais cela a été de courte durée. Le 19 février 1836, après seulement quelques mois de sensations médiatiques, Het est décédé à New York. Le décès de Het a conduit à un événement qui a quelque peu paradoxalement prouvé que Barnum avait menti sur ses antécédents, mais en même temps, cela a propulsé sa carrière de showman. Avec la vieille Bee nourrice morte, Barnum a décidé d'essayer de capitaliser sur la notoriété qu'elle avait acquise au cours de l'année précédente. En conséquence, il a embauché un médecin du nom de David L. Rogers pour effectuer une autopsie sur son corps afin de vérifier qu'elle avait bien plus d'un siècle. Cependant, Rogers n'a pas confirmé les affirmations extravagantes de Barnum. Au lieu de cela, il a affirmé qu'elle était une femme dans la fin de ses 70 ans ou début de ses 80 ans et non le centenaire inhabituel que Barnum avait prétendu. Alors que l'autopsie et l'attention publique qu'elle a suscitée auraient pas un peu ruiné Barnum, il était un homme qui comprenait l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Il avait déjà suscité l'intérêt du public en faisant payer à environ 1500 personnes $1,50, une somme assez importante à l'époque, pour assister à l'autopsie le 19 février 1836. Même après, ça continuait à susciter l'intérêt du public en répandant des histoires extravagantes selon lesquelles Rogers avait en fait pratiqué l'autopsie sur une personne complètement différente et que Het était vivante et en bonne santé et faisait une tournée en Europe. Les journaux à un penny ne pouvaient pas en avoir assez, et comme vous le verrez, cela a aidé à lancer la carrière de Barnum. Mais la triste réalité est que Joyce Het est morte. Son autopsie a révélé qu'elle est probablement née quelque part dans les années 1750 lorsque Washington entrait dans sa vie adulte. Alors, si Joyce Het n'était pas qui Barnum disait qu'elle était, qui était-elle ? La réalité est que nous savons très peu de choses sur la véritable Joyce Het, mais les preuves disponibles sont suffisantes pour rassembler quelques détails généraux de sa vie. Elle est apparemment née quelque part dans les années 1750. Son lieu de naissance est inconnu, bien que nous puissions presque certainement rejeter l'affirmation faite à l'époque qu'elle venait de l'île de Madagascar au large de la côte est de l'Afrique. Au lieu de cela, il semble plus probable qu'elle venait d'une famille d'esclaves dans l'un des États du Sud, la Virginie, les Carolines ou la Géorgie, étant le lieu le plus probable compte tenu de son époque de naissance, bien qu'il n'y ait aucun enregistrement de quelque nature que ce soit pour la lier à la propriété de Washington à Mount Vernon. Les premiers documents importants la concernant n'apparaissent pas avant qu'elle ne soit assez âgée, quand elle était esclave au Kentucky. Au début de 1835, Barnum a reçu un tuyau la concernant d'un homme de spectacle du Kentucky, du nom de R.W. Lindsay. Il est ensuite allé la visiter et a trouvé une femme très âgée qui était totalement aveugle, avait des cheveux gris épais, un petit cadre, des ongles qui ressemblaient à des cerfs et un visage âgé et ridé. Mais ce qui était le plus curieux, c'est que Het, qui souffrait presque certainement de sénilité avancée et de perte de mémoire, était extrêmement bavarde et aimait divertir ses invités avec des histoires sur la façon dont elle s'occupait de son cher petit Georgie. Qui était Georgie reste un sujet de débat, mais Barnum a rapidement organisé la location de Het, car il lui était illégal d'avoir acheté un esclave dans les 3 États du Nord au milieu des années 1830. Il a également rédigé un faux acte de vente prétendument datant du XVIIIe siècle, qu'il a lié à la famille Washington. Avec cela, Barnum s'est rendu à New York pour exposer ce qu'il appelait la nourrice de George Washington. Lorsque nous examinons les événements de 1835 en tenant compte de qui était réellement Joyce Het, il devient trop clair à quel point le comportement de Barnum était vil en essayant de la présenter au monde comme la nourrice de 161 ans de George Washington.
Non seulement il prenait cette dame âgée, vulnérable et esclave et la présentait comme une attraction pour gagner de l'argent, mais il la surmenait également beaucoup. Au sommet de sa popularité, en 1835, Barnum exposait cet aveugle de 80 ans 6 jours par semaine pendant plus de 12 heures par jour. Les gens pouvaient lui serrer la main, prendre son pouls et la toucher tant que c'était approprié, la traitant un peu comme un animal. Cela a duré environ 7 ou 8 mois et il a empoché tous les bénéfices qui sont estimés à plus de 1500 $, une somme d'argent considérable à l'époque équivalente à environ 50 000 $ aujourd'hui. Barnum contournait également les règles de propriété d'esclaves de l'époque en louant Heth à son propriétaire du Kentucky, un État où l'esclavage était toujours en vigueur, et en l'emmenant dans les États libres du Nord où l'esclavage était illégal. Mais en réalité, il l'avait acheté et voyagé illégalement autour de New York et de la Nouvelle-Angleterre avec une esclave. Des rumeurs faisaient état à d'autres abus. Par exemple, une histoire raconte que Barnum a fait boire Heath jusqu'à l'ivresse et lui a fait enlever les dents restantes pour la faire ressembler à une véritable 161 ans, quoiqu'une personne de 161 ans devrait ressembler. Il n'est pas clair si cette histoire est vraie ou non, et il est possible que Heth n'avait plus aucune dent quand il l'a rencontrée pour la première fois, mais le simple fait qu'une telle histoire puisse se développer est révélateur de la manière dont Barnum maltraite efficacement les femmes âgées qui ne peuvent même pas prendre soin d'elles-mêmes. De plus, beaucoup accusent de Barnum de la mort de Heth, soulignant qu'elle s'était affaiblie à cause de son emploi du temps épuisant, la conduisant à une tombe précoce. Aussi cruelle que puisse avoir été la conduite de Barnum dans son traitement de Joyce Heth, il ne fait aucun doute que tout cet épisode a servi à lancer sa carrière. Peu de temps après l'autopsie de Heth, il a créé le Grand Théâtre scientifique et musical de Barnum. Il a rencontré un succès mitigé en raison de la panique de 1837, une crise financière qui a conduit à une stagnation économique à la fin des années 1830. Mais une fois que les gens ont eu de nouveau de l'argent dans leur poche au début des années 1840, ils sont venus en grand nombre à la dernière entreprise de Barnum, le musée américain de Scudder, un lieu où Barnum exposait toutes sortes de personnes jugées à l'époque comme ayant des anomalies physiques, des nains, des albinos, des personnes atteintes de gigantisme et d'autres conditions. C'était le début d'une longue carrière au cours de laquelle l'homme qui est devenu connu comme le plus grand chaman sur Terre et qui a fondé le cirque Barnum et Bailey a largement fait sa fortune en exploitant les malheureux, des personnes comme Joyce Heth, avec qui tout a commencé au milieu des années 1830. Curieusement, la réputation de Barnum est souvent encore renforcée aujourd'hui, notamment à travers le film de 2017 The Greatest Showman, qui a complètement ignoré les éléments peu reluisants de sa vie, de sa carrière et de son caractère. Après l'autopsie, Joyce Heth a été inhumée à Bethel, ville natale de Barnum dans le Connecticut. Il prétendait que cela avait été fait avec respect, mais cela ignore toutes ses actions jusqu'à ce point. Dans les années suivantes, Barnum est devenu un fervent abolitionniste et son exploitation de Heth est devenue une source majeure de gêne. Il a brièvement écrit à ce sujet dans ses mémoires de 1869, exprimant que c'était le moins méritant de tous mes efforts dans le domaine du spectacle, était celui qui m'a introduit dans le métier. Il ajoute que c'était un stratagème en aucun sens de ma conception, un qui avait été quelque temps avant le public et qui avait tant de bon pour son authenticité, qu'au moment de prendre possession de celui-ci, je croyais honnêtement qu'il était authentique. Barnum minimise largement la conversation avec Heth et évite d'entrer dans les détails sur l'autopsie, se référant simplement à cela comme un sujet sombre qui est enveloppé de mystère. Aujourd'hui, cependant, sa mémoire a été récupérée pour être autre chose qu'une simple curiosité que Barnum a utilisée pour construire sa carrière. En particulier, les travaux de Harriet A. Washington dans son livre Medical Apartheid qui a mis en évidence la manière dont l'expérimentation médicale sur les Afro-Américains est restée un phénomène en Amérique au XIXe siècle même alors que l'esclavage touchait à sa fin.
Et le travail de Benjamin Rees sur les relations raciales dans l'industrie du divertissement du 19e siècle aux États-Unis ont mis en évidence la manière dont Heath a été victime d'un homme qui est trop souvent célébré comme le plus grand showman de l'époque. Alice de Dunks Ferry était une esclave afro-américaine qui a vécu très vieille, selon certains contes atteignant l'âge de 116 ans. Née esclave, elle n'a jamais appris à lire ou à écrire, mais elle était très intelligente et avait une mémoire incroyable. Cela, combiné à son talent de conteuse, en a fait l'une des premières historiennes orales d'Amérique, et un génie à sa manière. Alice de Dunks Ferry, également connue sous le nom de Old Alice et Black Alice, est née esclave dans la ville récemment fondée de Philadelphie en Pennsylvanie, dans les colonies du milieu de l'Amérique du Nord britannique, vers 1686. Ses parents étaient des esclaves amenés en Amérique depuis la Barbade dans les Caraïbes. Il n'est pas clair s'ils y sont nés ou s'ils sont nés en Afrique et ont été amenés comme esclaves de l'autre côté de l'Atlantique tôt dans leur vie. Alice est née quelques années seulement après la fondation de Philadelphie en 1682 et elle se souvenait plus tard qu'elle avait grandi là-bas à une époque où la région environnante était, je cite, une terre sauvage, et lorsque les Indiens, ses principaux habitants, chassaient le gibier sauvage dans les bois, tandis que la panthère, le loup et les bêtes de la forêt rôdaient autour des wigwams et des cabanes dans lesquelles ils vivaient. Il faut dire qu'Alice faisait partie des quelques malchanceux en Pennsylvanie, qui n'étaient pas un État majeur possédant des esclaves. L'esclavage s'est développé progressivement à travers les colonies britanniques d'Amérique du Nord au XVIIe siècle, commençant à la fin des années 1610 et 1620 sous forme de servitude pour dette, où les Africains étaient amenés et forcés de travailler pendant plusieurs années, mais à la fin desquelles ils étaient souvent libérés et se voyaient attribuer leurs propres parcelles de terre aux limites des colonies. Un arrangement similaire prévalait pour les Irlandais dans des colonies comme la Virginie, où beaucoup ont lutté pendant de nombreuses années en tant que serviteurs sous contrat. Cependant, dans le cas des Africains amenés en Amérique du Nord, leur situation s'est aggravée avec le temps, et à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'Alice est née, des lois ont été introduites pour créer effectivement le type d'esclavage de biens et de plantations qui est synonyme de l'histoire précoce de l'Amérique. Toutefois, le contexte différait en Pennsylvanie. Cette colonie avait été établie au début des années 1680 par William Penn, un Quaker anglais qui avait reçu des terres du roi Charles II d'Angleterre en compensation d'une dette considérable que la couronne devait à son père décédé. Au cours du quart de siècle suivant, William a développé Philadelphie et la région environnante comme un refuge pour les dissidents religieux tels que les Quakers, les Baptistes et les Moraves qui étaient persécutés en Europe. Cet esprit de tolérance s'étendait également aux personnes asservies, et avec le temps, les Quakers sont devenus la force motrice derrière le mouvement abolitionniste dans les colonies et en Grande-Bretagne, avec William Wilberforce, le chef du mouvement abolitionniste en Angleterre, étant lui-même un Quaker. Cela a assuré que la Pennsylvanie avait un nombre relativement petit de personnes asservies par rapport aux colonies plus au sud comme la Virginie et les Carolines, tandis que les 5 ou 6 000 esclaves qui étaient en Pennsylvanie étaient généralement mieux traités que leurs homologues travaillant dans les plantations de tabac et de coton du sud. Tout cela a eu un impact sur la vie d'Alice et comme nous le verrons très prochainement, ces expériences étaient liées à celles de figures comme William Penn dans sa jeunesse. Lorsqu'elle avait 10 ans, Alice a été emmenée de Philadelphie et envoyée à Dunks Ferry. C'était situé non loin de Philadelphie, sur le site de ce qui est maintenant le parc d'État de Neshaminy, dans le comté de Bucks à Philadelphie. De là, on peut clairement distinguer la silhouette de Philadelphie aujourd'hui, et donc Alice n'avait pas été emmenée loin de la ville en pleine croissance. La raison de son déménagement était d'agir en tant que maître de ferry à Dunks, où un ferry avait été établi pour transporter les voyageurs à travers la rivière Delaware en 1695. Ici, elle a été asservie par Samuel Carpenter et a été employée pour collecter l'argent du péage que les personnes qui souhaitaient voyager sur le ferry devaient leur en payer pour traverser la rivière. Vous passeriez les 40 prochaines années à travailler au ferry de Dunk. La raison pour laquelle nous connaissons une bonne partie de la vie d'Alice est principalement parce que son histoire a été racontée juste après sa mort par Isaiah Thomas.
Il était le fondateur de la Société antiquaire américaine en 1812 et un homme de presse et écrivain. Il a également la distinction intéressante d'avoir lu la Déclaration d'indépendance pour la première fois dans le Massachusetts en 1776, après qu'elle ait été ratifiée par le Second Congrès continental à Philadelphie. En 1804, Thomas a publié un livre intitulé « Biographie excentrique ou mémoire de personnages féminins, remarquables, anciens et modernes, etc. » avec des portraits. Il s'agissait d'une collection de près de 100 courtes biographies de femmes intéressantes, dont beaucoup étaient des dirigeantes et des nobles du XVIIIe siècle, comme Catherine la Grande de Russie et la philosophe et féministe précoce Mary Astle. Pourtant, la toute première entrée dans le livre de Thomas était consacrée à Alice de Dunxferry et Thomas, qui avait parlé à des personnes qui connaissaient Alice dans ces dernières années, fournit un compte-rendu inestimable d'elle. C'est de Thomas que nous apprenons qu'Alice connaissait beaucoup des figures clés de l'histoire précoce de la Pennsylvanie, notant qu'elle se souvenait de William Penn, le propriétaire de la Pennsylvanie, Thomas Story, James Logan et plusieurs autres personnages importants de cette époque. Penn, comme mentionné, était le fondateur de la colonie et est resté en charge jusqu'à sa mort en 1718, après quoi sa famille a repris. Thomas Story était un Quaker proéminent et controversé qui, après avoir passé du temps en Pennsylvanie, est retourné en Europe et a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir prêché ses croyances religieuses en Angleterre et en Irlande. Logan était un Écossais irlandais, qui est devenu plus tard le maire de Philadelphie. En 1737, il a signé l'achat à pied avec les Indiens, les Napes locaux, qui a permis l'expansion vers l'ouest de la colonie de Pennsylvanie. Enfin, l'oppresseur d'Alice à Dunxferry, Samuel Carpenter, était un ami de longue date de William Penn et a été le premier trésorier de la colonie de Pennsylvanie. Curieusement, il était régulièrement enregistré comme ayant protesté contre l'institution de l'esclavage, mais cela entre clairement en conflit avec sa propriété d'Alice. Ce que cela suggère, c'est que les circonstances de son esclavage auraient peut-être été moins oppressives que celles de ses homologues plus au sud dans les plantations. Au-delà de ces chiffres, Alice, qui a vécu bien plus de 100 ans, a également vécu des événements mémorables dans la vie américaine. Cela comprenait la guerre de 7 ans avec les Français et les alliés amérindiens entre 1756 et 1763, suivie de la Révolution américaine dans les années 1770, la naissance des États-Unis et les premières années de l'histoire du pays. En tant que telle, elle avait de nombreuses anecdotes fascinantes à partager plus tard dans sa vie. Heureusement, Alice était plus que ravie de raconter les choses qu'elle avait vues et les personnes qu'elle avait connues, et cela a conduit à ce qu'elle soit reconnue comme l'une des premières historiennes orales de l'Amérique. Pendant les décennies où elle a travaillé à Dunxferry, elle était connue pour discuter avec les passagers en attente de l'histoire de la Pennsylvanie, et les régaler d'histoires sur William Penn et ses associés dans les premiers temps de la colonie. Alice était illettrée et ne pouvait donc pas lire ou écrire ses souvenirs de Philadelphie et de Pennsylvanie, mais elle était connue pour avoir une excellente mémoire et être extrêmement intelligente. Par exemple, plus tard dans sa vie, quand elle était très âgée, même selon les normes modernes, comme le raconte Isaiah Thomas, elle était capable de montrer comment Philadelphie avait changé en tant que ville lors de sa visite, montrant aux gens où l'église et d'autres bâtiments se tenaient en près d'un siècle plus tôt, et ce qui avait disparu et ce qui restait de ses premiers jours. Peu de gens ont remis en question la véracité de ces récits, et elle était connue pour mener une vie très honnête et modérée. Manifestement, d'après ce que Thomas a écrit à son sujet, Alice était devenue une sorte de caractéristique de la vie en Pennsylvanie à la fin du XVIIIe siècle, avec des gens venant de loin pour écouter ces récits incroyablement détaillés et riches sur la colonie primitive. Alice n'a pas passé toute sa longue vie en esclavage. Après 40 ans de travail à Dunxferry, alors qu'elle avait probablement une cinquantaine d'années, elle a été libérée de son travail là-bas. On ne sait pas si elle a été libérée ou simplement autorisée à prendre sa retraite. Quoi qu'il en soit, il semble que ses conditions après 1740 environ étaient généralement celles d'une femme libre, tandis qu'en 1780, la Pennsylvanie a suivi l'exemple du Vermont et est devenue la deuxième partie des États-Unis naissant à abolir l'esclavage. Ainsi, Alice serait décédée en femme libre.
Elle a vécu une longue vie à la retraite, vivant jusqu'à l'âge estimé de 116 ans, une longévité qui semble être exacte compte tenu des rapports corroborés qu'elle était en Pennsylvanie dans les premières années de la colonie et connaissait William Penn, un homme qui est mort en 1718. Sa vie ultérieure a été consacrée à l'histoire orale et à diverses autres activités. Elle était extrêmement religieuse, faisant lire la Bible par d'autres et allant à l'église à cheval alors qu'elle était prétendument dans sa 90e année. Elle était aussi une pêcheuse passionnée, souvent en aviron au milieu de la rivière Delaware, même à un âge avancé pour pêcher et rarement les retourner sans une bonne prise. Alice semble même avoir créé une entreprise de vente de poissons salés ou d'aloes plus tard dans sa vie. Avec l'âge, sa santé s'est inévitablement détériorée. Dans les années 1780, sa vue a commencé à la trahir et elle est finalement devenue aveugle. L'affirmation d'Isaiah Thomas selon laquelle sa vue est miraculeusement revenue à l'âge de 102 ans semble plus que douteuse. Il a également rapporté qu'avant sa mort, ses cheveux sont devenus parfaitement blancs et que la dernière de ses dents est tombée de sa tête à l'âge de 116 ans. Malgré son infirmité grandissante, elle était tout connue pour visiter Philadelphie de temps en temps, bien qu'elle ait vécu ses dernières années à Bristol et en Pennsylvanie, au nord-est de Philadelphie, le long de la rivière Delaware. Elle y est décédée à une date inconnue en 1802, les estimations la plaçant à 116 ans. Si cela est vrai, cela la placerait parmi les 30 personnes les plus âgées ayant jamais tant vécu, et elle était probablement la personne la plus âgée du monde à l'époque. Aujourd'hui, son histoire est reconstituée à partir de diverses archives et une plaque a été érigée à Dunks Ferry pour reconnaître que le passage de la rivière qu'Alice a fréquenté pendant plus de 4 décennies se trouvait là,